Quand on pense à cet art dont tu parles, on est troublé par le fait que bien souvent les architectes ont voulu relever un défi qui est un peu fou, qui est de dématérialiser la matière. Et on regarde ça dans l'histoire de l'architecture, depuis la Grèce antique, en passant par l'époque baroque, en passant par les années 1900, ou même Van de Velde se fait le chantre de ce concept, dans le sens où il veut dématérialiser la matière, parce qu'il pense qu'à un moment, la matière chante, elle prend vie. Hein, c'est ça, son idée, quoi. Et quand on voit quelques bâtiments que tu as construits, des projets qui ne sont pas réalisés, je pense en particulier, parce que c'est absolument incroyable, c'est la petite passerelle sur la Lys, hein, qui va peut-être être réalisée ou qui ne sera pas réalisée. Je ne sais pas. C'est un bête pont, comme je dis, hein, donc il peut se faire partout. Oui, mais c'est un pont. Quand on le voit, on se demande un moment. Enfin, il a l'avantage d'être moins cher et plus léger que les autres. Mais oui, mais parle un peu de ce pont, parce que c'est incroyable. Je veux dire, le pont, il ne ressemble pas à un pont, et donc c'est intéressant que tu en parles un peu. Je l'ai dit, cette réflexion, à mon futur collaborateur Olivier Jotard, ici présent, jeune ingénieur brillant et inspiré, qui s'intéresse à l'architecture et qui va nous rejoindre. J'ai patient que tu arrives au bureau. Il a passé quelques mois comme stagiaire, j'en ai encore des étoiles dans les yeux. Donc lui, il sait très bien comme ingénieur que ça veut dire l'art de l'ingénieur et combien c'est difficile. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, on a loin d'avoir inventé toutes les formes les plus justes. Et je ne me permettrai jamais de dire que mes ponts sont plus malins que ceux des autres, mais j'essaie de faire des ponts. Je chasse la matière. Et ce pont est le résultat en fait, de mon doctorat que j'ai fait sur le tard. Ça fait 30 ans que j'ai cherché une manière d'objectiver l'économie de matière. Savoir comment être sûr qu'on ne se trouve pas dans un optimorum plutôt que dans un optimum tout court. Et j'ai passé des nuits à griffonner des notes de calcul, ça je peux vous dire. Et un jour, je me suis rendu compte que... Alors, tout vient d'un boba magnifique condensé de nos ingénieurs à l'UNIF. Et ils en sont toujours terrorisés, c'est la peur du flambage, c'est-à-dire l'instabilité élastique. Alors, pour les non-ingénieurs, l'ingénieur considère que quelque chose qui est en traction, c'est magnifique parce que ça ne se déverse pas. À l'inverse, une colonne en compression, la canne de Charlot, quand vous poussez dessus, elle a tendance à se déverser, si vous voulez, ce qu'on appelle le flambage. Et donc, on a toujours expliqué aux ingénieurs, à tort, que la traction était meilleure que la compression, à partir de ces croyances répétées. Et une bonne structure, si vous voulez, doit se jouer du flambage, et une bonne structure ne doit pas être pénalisée par ça. Et ce pont, c'est ça, si vous voulez. C'est un pont en treillis classique, oui. Puis, si vous voulez accepter l'idée que c'est un pont en treillis classique, c'est des triangles accolés les uns aux autres, comme une flèche de grue que vous voyez dans le paysage bruxellois. Sauf que les membrures supérieures qui sont comprimées sont courbées vers le haut, et que donc elles ont une tendance à vouloir échapper et se dégager, et retenues par une série de petits câbles. Et j'ai pris un brevet là-dessus, ce qui sert à rien. Mais c'est gai de prendre des brevets. C'est un petit côté poétique. Il y avait plusieurs brevets. Ah oui, et je me demandais si... Ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais c'est amusant à écrire un brevet. Hein, en fait, donc maintenant, il y en a un sérieux quand même. Ils sont tous sérieux, mais un qui a des Des retombées écoute, en fait, ce brevet, ce dernier, il est montré dans la partie de Speel, qui sont des nouvelles structures pour des aérocondenseurs centrales électriques. Un truc purement d'ingénieur, où un client est venu me voir avec une espèce de brontosaure, et comme ça, en voyant sa structure, je lui ai dit qu'elle pesait 3 fois trop lourd. Et puis il m'a dit, si vous le croyez, j'ai dit, ben non, j'en suis certain. Et on lui a redessiné sa structure de manière à ce qu'elle pèse 3 fois moins. Et puis, c'est avéré exact. Et puis il s'est avisé, il dit, mais si mes concurrents voyaient ça. Et donc on a tout bloqué et on a déposé un brevet aux États-Unis, US Patent Pending, très chic. Hein. Et donc ça, c'est vraiment pour protéger ce concept, parce que mon client compte bien le réaliser plusieurs fois. Donc ça marche. Enfin bref, ici c'est un brevet que j'ai pris parce que je trouve ça amusant, mais on n'en a jamais fait. Ce qui est étonnant, c'est que les choses logiques ne se font pas.
et qu'on préfère l'illogisme. Parce que il ne faut pas grand-chose. Hein. Je pourrais le faire à Lubumbashi ou n'importe où, un pont comme ça. Mais il ne coûte pas assez cher, en fait. C'est pour ça qu'on ne le construit pas. Ça n'intéresse personne. Il n'y a pas assez d'acier dedans. Hein. Et donc le principe, c'est quand même, c'est de retenir le dessus. Et puis, on fait l'inverse pour le tablier. Donc, ce pont, c'est uniquement en fait, l'idée est née de comment s'affranchir du flambage. Et c'est ce qui donne ce côté un peu ondulant à ce pont. Mais la raison est un truc d'ingénieur pur et dur, quoi. Hein. Et en même temps, ce qui est amusant, c'est que ces câbles jouent garde-corps. Donc, je n'ai pas inventé un pont à ce jour qui consomme moins de matière que celui-là. Voilà, l'histoire de ce petit pont. Très bien. Et en fait... Oui. Oui, il démarre avec les éoliennes. Tu veux dire un mot sur les éoliennes? Oui. Alors, on est tous des boutons de panurge. Hein. Et vous savez que faites l'exercice. La route que vous prenez tous les jours, commencez à regarder ce qu'il aborde. Et ce matin, j'allais chez mon maquettiste et je prenais la nuit du Prince d'Orange. Et que j'ai pris des milliers de fois. Et tout à coup, j'ai vu une cheminée qui est là depuis un siècle, que je n'avais jamais vue, qui a des formes biscornues. Je me dis, c'est absolument incroyable. Je passe ici tous les jours, ou quasiment, et jamais j'avais vu cette cheminée. Pourquoi je vous raconte ça? Ah oui, à cause des éoliennes. Et donc, on est un peu tous des moutons de panurge, donc il n'y a pas de morale à faire à l'autre là-dessus. C'est notre état. Et de temps en temps, on a un état de grâce et on voit un truc qu'on n'aurait jamais dû voir. Voilà. En matière d'économie d'énergie, pour le moment, c'est le pompon. On risque d'aller vers des systèmes éco-tyranniques cruels. Tant que ce sont que des normes. Les normes, ça n'a pas fonction de loi. Donc ça, c'est fait pour les gens pressés qui ne doivent pas réfléchir. On applique la norme et tout va bien. Ce qui est dramatique, par exemple en Belgique, mais la Commission européenne est aussi champion pour ça, c'est de transformer les normes en loi. Oui, donc on est obligé de faire des bêtises, parce que sinon ça dérange. Et en matière d'énergie, d'économie d'énergie, et ça, Anne ne me contredira pas, ça devient une paranoïa. En Belgique, par exemple, on invente des normes d'économie d'énergie en oubliant qu'on a un patrimoine bâti. Hein. C'est-à-dire que et on c'est très subventionne la démolition. Oui, et c'est très bien de se préoccuper pour 10 000 de construction neuve qu'on va encore faire, mais qu'est-ce qu'on va faire du reste, quoi? Le reste est là. Est-ce qu'on va détruire cette gueudule parce que la facture énergétique est trop forte? Ah oui, Anne, je ne l'ai pas envoyé ce dossier. Il se fait que je suis locataire du Palais des Académies ici en face, si je puis dire, enfin un de ceux-là. Et quand on est à l'Académie, on est censé réfléchir à des choses intéressantes, ce qu'on fait quand même. Et entre autres, je me demandais comment on allait sauver ce palais. Et je me suis inquiété de la consommation énergétique. Alors l'idée, je l'ai étudiée, était d'isoler le Palais des Académies en hiver, lui mettre un manteau, une doudoune, hein, pour le conserver, et puis l'enlever en été et mettre de la pub dessus. On fait ça dans les châteaux de Louis II de Bavière. Hein. Ils sont enveloppés pendant l'hiver, pendant tout l'hiver, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et puis on les déshabille au printemps. Ça, je ne connaissais pas. Ça. Absolument. Tu vas me montrer des images. Oui. Il y a un monument à Bruxelles pour le oui. À Laken, hein, la fontaine de... La statue de Jean de Bologne, qui se trouve pas très loin l'ancienne route d'Anvers. Vous montrerez ça off record. Mais pour terminer sur Palais des Académies, et donc très sérieusement, toutes les classes m'ont mandaté pour réfléchir à une manière sur les économies d'énergie. Et j'ai travaillé à ça pendant des mois, parce que c'est pas évident de mettre un étredon sur un bâtiment ancien, surtout quand il y a plein de moulures, hein, quand on fait sérieusement. Et finalement, j'ai trouvé un truc d'ingénieur typique, un tissu composé de 3 couches de tissu, si vous voulez, dans lequel on souffle des boules de polystyrène expansées, qui crée une prétention. Donc vous imaginez vos grosses vestes de sport d'hiver, comme ça, toutes gonflées. Et donc, en hiver, on aurait mis sur le Palais des Académies, fixé avec des velcro sur les châssis, la doudoune, et on aurait insufflé des tonnes de boules de polystyrène expansées. Et j'ai mis le truc tout à fait au point. Et puis on a commencé à regarder le coût. Et le coût du démontage, très simple, hein, eh bien, c'est la moitié de la facture énergétique du Palais des Académies. Donc, oui, comme quoi, ces paranoïas sont folles, parce qu'il faut réellement évaluer le coût
de ces mesures pour faire des économies d'énergie. Parce qu'après tout, on pourrait aussi faire comme les Grecs et les Romains, aller au théâtre à midi en plein soleil. On n'a pas idée d'allumer ses projecteurs la nuit. Hein. Oui, donc, la meilleure manière de faire des économies d'énergie, c'est pas d'isoler les bâtiments, c'est de vivre autrement, quoi. Oui. Et donc, on est en plein dans cette espèce de folie où on veut absolument continuer à vivre comme on vit, c'est-à-dire tout à fait déraisonnablement. Et alors, on invente des placebos, des histoires, des normes, et puis les politiques s'excitent, et puis ils vont d'une loi sur une autre loi, et puis il y a de plus en plus de formulaires à remplir. Hein. C'est inimaginable quand on voit la quantité de papier qu'il faut remplir à chaque permis de bâtir. Et chaque décennie, il y a des papiers en plus qui ne servent à rien, et qui vont s'empiler dans des caves. Et puis on invente des super contrôleurs qui ne servent aussi à rien. Ça crée de l'emploi, ça. Mais on le paye. Donc, pour revenir à mes éoliennes, ça, c'est une des plus grandes bêtises de l'humanité. Mais c'est un type qui a un jour inventé ça. Il voulait une éolienne, c'est un avion qu'on a accroché au sol. Hein. C'est une structure d'une complexité. C'est magnifique comme ingénieur de calculer ça. Il y a tous les problèmes possibles imaginables. Le dynamique, la fatigue. Enfin, c'est une usine à gaz. Et qu'est-ce qu'on peut électrifier dans les calculs? C'est magnifique. En fait, une éolienne vit 20 à 25 ans, comme un avion. Hein, pas plus. Après ça, elle est fatiguée. Le problème, c'est qu'on a été coulé dans le sol des tonnes de béton et que, comme c'est. Elle a une éolienne standard maintenant d'1 mégawatt faite d'un tube en acier de 5-6 mètres de diamètre qui monte à 90 mètres, sur lequel on vient hisser à gros effort de grues exceptionnelles 90 tonnes de brol. Mais les grues qui savent monter 90 tonnes, il y en a. Maintenant, comme il y a un marché d'éoliennes, on fait plus de grues de 90 tonnes. Mais il y a 4-5 ans, il y avait que 5 grues comme ça en Europe. Et ces grues, c'est vachement rentable. Pensez bien, le gars qui avait une grue capable de lever un moulin d'éolienne, ces grues étaient réservées 1 an à l'avance, quoi. Et donc, comme il faut des grandes grues, il faut des routes. Mais le type qui fait une éolienne, il n'a pas envie de construire une route. D'où il va kikiner tout le monde en mettant l'éolienne là où il y a une route, c'est-à-dire près des maisons, quoi. Oui. Or, la logique voudrait qu'on mette les éoliennes là où il n'y a pas de maison, évidemment, parce que c'est pas amusant d'un jour recevoir un morceau de pale d'éolienne sur la tête. Hein. Mais ça ne fait rien. Comme il faut des éoliennes, on les met près des routes parce que sinon c'est impayable, croit-on, hein, et ainsi de suite. Plus on laisse dans le sol des cacas de béton absolument surréalistes, quoi, hein, des galettes de 50 mètres de diamètre avec des pieux de 100 mètres de profondeur, hein, parce que la moitié du prix de la structure se trouve dans le sol. Et donc, on a développé pour Fabricom, pour le groupe Suez, une éolienne qui ne demande pas de fondation, qui ne demande pas de grande grue, et qu'on tire avec des racagnacs, et qu'on peut donc mettre dans les Vosges, au haut d'un rocher, tirer à dos de mulet, et monter à bras d'homme. Et le but des éoliennes n'a pas trouvé ça rigolo du tout. Du tout. Tu as déposé le brevet ou pas? Oui, j'ai un brevet et tout. Hein. Mais surtout, n'en parlez pas, le business des tubes d'acier va aller mal si on commence à en faire. Et voilà quoi. Mais c'est typiquement. En fait, tous les brevets que j'ai pris, sauf le dernier, là, hein, c'est des trucs qui se sont arrivés trop tôt. Si vous voulez. Mon père me le disait. Mon père, qui était un grand ingénieur et industriel, qui m'a un peu donné le virus du brevet, il faut le dire, lui, quand il avait inventé une nouvelle chaudière, il a fabriqué en 100 exemplaires en grand secret dans l'usine. Et quand elle était prête, il déposait son brevet, patent pending, et il mangeait ses chaudières. Et plus personne ne savait le rattraper. Moi, je n'ai pas écouté mon père, j'étais plus de procès d'un bus. J'ai pris des brevets en attendant qu'un jour on le fabrique. Ça ne marche pas, ça. L'idée de mon père était, mais je ne suis pas industriel, donc moi je fais ce que je peux.